J'invite Philippe Sansonetti, que certains d'entre vous connaissent, et il est de la maison, est professeur honoraire au Collège de France. Son titre a changé, Altération des écosystèmes microbiens en réponse au changement climatique et conséquences sur la santé humaine. Et on va avoir donc deux interventions sur ces questions de santé, dont Valérie a évoqué plusieurs aspects. À toi, Philippe. Bien. Merci beaucoup, Marc. Merci, Valérie Delmotte-Masson, pour cette brillante introduction générale du projet. Vous avez terminé sur des angles morts. Je vais commencer sur un angle mort, au fond, qui est celui des écosystèmes microbiens. Les écosystèmes microbiens souffrent du changement climatique et, au fond, c'est un monde invisible, c'est un monde du silence, comme je l'appelle souvent. Les microbes, c'est 16% de la biomasse planétaire, c'est aussi 95% de sa biodiversité, c'est-à-dire que c'est une ressource génétique absolument extraordinaire. Et là-dedans, on connaît souvent l'aspect pathologique, les pathogènes, c'est moins de 1% des micro-organismes. Donc c'est un monde qui nous concerne et qui est souvent, je dirais, sans critique particulière, absent de la discussion qu'on peut avoir sur l'impact du changement climatique sur les conditions écologiques. Il ne faut pas oublier les microbes et je voudrais non pas vous convaincre, mais au moins vous parler du rôle de ces écosystèmes microbiens et de l'impact de leur souffrance par les effets des changements climatiques sur la santé et en particulier sur la santé humaine. Les microbes sont essentiels dans les grands équilibres fonctionnels de la planète. Pour tout ce qui concerne, disons, la biogéochimie, les micro-organismes, les populations microbiennes ont un rôle essentiel dans les grands cycles, dans le cycle du carbone, dans le cycle du méthane, dans le cycle de l'azote, du phosphore. Vous savez comme moi que les microbes, au fond, sont chargés de la dégradation des matières organiques, de la matière organique, donc sont au premier plan du rôle dans le cycle du carbone, mais qu'il existe aussi des bactéries photosynthétiques qui produisent de l'oxygène. Donc ce monde microscopique, ce monde invisible, il a une réalité dans les équilibres de la planète qui sont essentiels à prendre en considération. Les microbes sont aussi importants dans la bioremédiation pour la dépollution des océans, pour la dépollution des sols. Ils sont essentiels, bien entendu, pour la santé des plantes, par des symbioses, par ce qu'on appelle la rhizosphère, et on y reviendra rapidement, dans la mesure où son altération, sa dégradation, ou leur altération peut avoir un rôle, bien entendu, dans la santé des plantes et en particulier dans la réduction de la qualité des productions agricoles. Et puis, bien entendu, les micro-organismes sont en symbiose avec l'homme et avec les animaux, avec un rôle essentiel de ce qu'on appelle le microbiome humain, par exemple, dans le développement de l'homme, dans sa protection contre les maladies infectieuses, dans la stimulation, le maintien des fonctions du système immunitaire, dans la nutrition, dans le métabolisme. Tout ça, ce sont des éléments qui émergent depuis quelques années sur les importantes fonctions que peuvent avoir ces écosystèmes microbiens par rapport à la santé. Et bien entendu, des ruptures, des altérations vont avoir un impact sanitaire relativement important. Alors, ces écosystèmes microbiens, ils souffrent bien entendu en présence des effets du changement climatique, que ce soit les écosystèmes microbiens terrestres, disons, on va se focaliser là-dessus. Ça, c'est une évidence. C'est moins clair pour les microbiomes humains et animaux, pour une raison qui d'ailleurs se croise avec la précédente. C'est que lorsqu'on essaye de faire des études, on a bien entendu l'intérêt pour les effets d'excès de température, de sécheresse, d'excès de pluviosité, d'inondation, tout ça commence à interférer. Mais pour ce qui est par exemple des microbiomes humains,
on est en présence d'une intersection, d'une interaction aussi avec les autres éléments de l'Anthropocène. C'est-à-dire que la santé humaine, certes, elle peut être affectée par des altérations du microbiome sous l'effet de changement climatique, mais on a aussi le mode de vie moderne, on a les changements alimentaires, on a les antibiotiques, on a un certain nombre de facteurs qui font que nos microbiomes sont altérés, leur diversité est diminuée, et c'est extrêmement difficile au fond de désenclaver ce qui concerne très précisément les changements liés au climat et les modifications liées à ces effets de l'Anthropocène. Donc tout ça, ce sont un peu, je dirais, les challenges à la fois en termes d'épidémiologie globale et de recherche qui vont permettre d'avancer dans ces situations. Et on est en réalité, comme vous le savez, pour ce qui concerne la santé humaine, en fait, dans ce concept plus large de One Health, où, au fond, on partage des écosystèmes microbiens en commun avec le monde animal et éventuellement le monde végétal. On y reviendra, et leur altération ne peut qu'être... Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces écosystèmes microbiens en réalité? On est dans une collection de micro-organismes à l'intérieur d'une niche particulière, des micro-organismes très hétérogènes, dont l'association finalement est liée à des éléments de coévolution depuis des millénaires. Donc un système qui a à la fois une grande robustesse, même s'il correspond à la synthèse des intérêts égoïstes de chaque micro-organisme qui fait partie de cet écosystème, mais une très grande solidité. Lorsque la niche est altérée, bien entendu, ce système qui se tient par l'existence de réseaux trophiques extrêmement complexes va être altéré. Un certain nombre de fonctions vont être perdues, bien entendu par le fait que certains éléments taxonomiques, certains de ces microbes vont disparaître de cet écosystème. Et donc on va se trouver dans une situation où on va pouvoir commencer à poser des questions sur comment le dérèglement climatique, par exemple, affecte la résistance, c'est-à-dire en présence d'un stress environnemental sur cette niche, quel est le pourcentage de cet écosystème qui persiste, et puis sa résilience, dans quel délai, sous réserve que ce stress diminue ou disparaisse, va se reconstituer cet écosystème et à quel niveau. Donc on est dans cette situation permanente de passage de résistance à résilience et de retour éventuellement, mais qui, à force de stress successifs, va considérablement dégrader cet écosystème. Et bien souvent, on va voir une diminution de la densité et surtout de la diversité microbienne au sein de cet écosystème, donc une perte fonctionnelle, bien entendu, et en réalité des difficultés à le reconstituer. C'est ce qu'on appelle des dysbioses. Et ces dysbioses, en fait, qui sont en règle générale liées à une perte de biodiversité, donc une perte fonctionnelle, sont difficiles à reconstituer. On peut essayer, on y reviendra relativement rapidement dans la suite, mais voilà, ça reste le problème essentiel, d'autant que souvent les micro-organismes perdus vont être éventuellement remplacés par ce qu'on appelle des pathobiontes. C'est très clair en médecine humaine, par exemple. Ces pathobiontes étant des micro-organismes plus résistants et pas nécessairement fonctionnellement très positifs dans l'impact global de cet écosystème. Donc voilà un petit peu l'aspect général de la situation. Alors, en termes de santé, l'OMS considère, bien entendu, dans ses derniers rapports que les changements climatiques sont la première cause de risque pour la population humaine. Comme il a été dit, déjà 3,6 milliards de personnes sur la Terre, en particulier dans les pays les plus déshérités, sont très exposées à ce changement climatique, avec des risques globaux qui sont des risques d'augmentation des maladies infectieuses et parasitaires, qui sont le risque de risque alimentaire, de l'insécurité alimentaire, et puis, bien entendu, du fait de l'insécurité alimentaire, les migrations qui ne sont pas une bonne chose, comme vous l'imaginez, pour la transmission des maladies infectieuses. En matière de maladies infectieuses, ce qui est anticipé par beaucoup d'études, y compris synthétisées par l'OMS, c'est qu'on va vers une augmentation de leur fréquence. En particulier, ça a été mentionné, toutes les maladies vectorielles, liées soit à des vecteurs arthropodes, des moustiques en particulier, soit à des tiques.
Là encore, on a cette difficulté de savoir qu'est-ce qui est lié directement au changement climatique, qu'est-ce qui est lié éventuellement aux altérations écologiques réalisées par l'homme, par exemple la déforestation qui va faciliter le déplacement d'un certain nombre de populations animales et vectorielles comme les tiques, par exemple, en Europe. Donc tout ça est souvent, encore une fois, difficile à cerner. Mais donc les maladies vectorielles vont augmenter. Les maladies entériques, les infections entériques, en particulier à la suite de grandes pluviosités et d'inondations, on considère que les infections à Shigella, à Salmonelle, à virus entérique vont augmenter d'environ 10% d'ici 2030. Et puis, bien entendu, l'augmentation, on en a parlé, des épizooties, qui peuvent, à certains égards, se transformer par passage d'espèces, par saut d'espèces dans l'espèce humaine, en zoonose et en pandémie, comme vous avez pu le voir malheureusement dans la pandémie de Covid-19. Donc voilà à peu près le tableau général. Alors j'ai pris 3 exemples qui essayent d'illustrer justement cette situation, changement climatique et augmentation, ou risque en tout cas de risque infectieux. Le premier exemple, c'est celui des populations vectorielles. On va venir en métropole, ici, vraiment dans la France métropolitaine. On a vu depuis environ 10 ans, mais c'est plus ancien encore, probablement ça remonte à 20 ans, l'invasion du territoire français du sud vers le nord par le fameux moustique tigre, qui se trouvait initialement uniquement dans la région provençale et qui est remonté, qu'on retrouve maintenant en Bretagne, dans l'est de la France et même dans le nord. Il y a une composante liée au réchauffement climatique, bien entendu, classiquement pour ces populations vectorielles qui migrent du sud au nord, en tout cas dans notre hémisphère. Mais il y a aussi des effets de l'anthropocène, c'est-à-dire il y a les effets de l'augmentation des trafics routiers, du commerce. Le Aedes albopictus, le moustique tigre, est remonté essentiellement par le couloir rhodanien pour envahir les départements plus au nord, avec, du fait probablement du réchauffement climatique, une meilleure habitabilité de cette zone pour ce moustique. Ce moustique, il est vecteur d'un certain nombre de virus qu'on appelle des arbovirus, arthropod-borne virus. Et on en a 2 exemples actuels qui se développent depuis 2015 en France, c'est la dengue et chikungunya. Un autre vecteur est présent et sa présence éventuellement s'intensifie, c'est Culex pipiens, qui est le vecteur de West Nile. Le virus West Nile, c'est un autre arbovirus responsable d'encéphalite qui s'est développé sur l'ensemble des États-Unis ces 20 dernières années et qui touche maintenant l'Europe. Le sujet se fait de façon progressive. En 2015, on a eu les premiers cas d'infection de dengue dans la banlieue de Nîmes, d'infection autochtone, c'est-à-dire un patient revenant infecté de Polynésie française avec une dengue de type 1 qui a été piqué par les moustiques locaux qui ont transmis la maladie à 7 personnes. Ça paraissait relativement ponctuel et peu inquiétant. Et puis on s'aperçoit que la situation, 10 ans plus tard, est en train de changer progressivement. On attendait la dengue, on a eu plutôt chikungunya. On a eu sur la période courte, après le printemps 2025, environ 500 cas de chikungunya en France, qui sont des cas autochtones, amenés bien entendu de l'extérieur, mais ensuite retransmis par des moustiques locaux, donc le moustique tigre, ce qui montre que l'augmentation progressive de la population en cours d'infection à un moment donné va faire qu'à un moment, possiblement, chikungunya va devenir véritablement endémique en France. Et la même situation avec l'indingue, même si, pour des raisons qui restent difficilement explicables, l'explosion, je dirais, n'a pas été aussi importante. Et puis le West Nile, qui pour la première fois est apparu l'année dernière dans notre pays. Donc on est dans une situation progressive d'apparition de ces arboviroses en France métropolitaine, même si on la connaît déjà, en particulier à La Réunion pour chikungunya. Et on est dans une situation d'attitude collective, de prévention, si on veut s'adapter à cette situation,
à la fois individuelle de protection contre ces piqûres d'animaux, mais aussi globale de politique d'incitation, d'éducation à l'éradication des sites larvaires. La France n'est pas encore véritablement prête à ce type de situation qui est nouvelle et qui s'installe progressivement, qui possiblement peut encore être sous contrôle, mais sous réserve que des mesures soient prises. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui de l'épidémie de virus Ebola en Afrique entre 2014 et 2016. Cette épidémie en Afrique de l'Ouest, qui a touché la Guinée-Conakry, le Sierra Leone et le Libéria, a fait environ 50 000 cas au bas mot, et au bas mot une dizaine de milliers de morts. C'était une explosion parce que jusqu'à présent, Ebola, c'était des petits foyers au fin fond de la forêt africaine. Là, on se trouvait vraiment devant une épidémie relativement massive, avec une mortalité très élevée, plus de 25%, et avec des petites métastases qui commençaient dans d'autres pays africains, voire par transfert de patients dans des pays du Nord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement la situation, on parlait d'insécurité alimentaire. Période de sécheresse extrêmement prolongée, très dure sur cette zone de l'Afrique occidentale. Période aussi de chaleur plus intense encore qu'à d'accoutumée. Le monde animal souffre dans la forêt. Les fruits disponibles pour les chauves-souris et pour les grands singes deviennent rares, et donc les chauves-souris et les grands singes se battent pour l'accès à l'alimentation. Les hommes souffrent parce que carence alimentaire, insécurité alimentaire massive dans toute la région. Ils vont donc rentrer dans la forêt, faire du bush hunting, aller capturer des grands primates de manière à les dépecer et à fournir de la nourriture. Sauf que c'est la meilleure façon, bien entendu, de s'infecter par Ebola, et les premiers cas vont arriver, ce qu'on appelle les cas index, à la lisière de ces forêts. La deuxième vague va être en fait liée à la mobilité des populations qui cherchent de l'aliment et qui vont même passer les frontières dans les autres pays voisins, certains déjà porteurs du virus, avec, pour des raisons culturelles et autres, et un système sanitaire extrêmement disloqué à ce stade, l'impossibilité de contrôler ces mouvements de population. Et puis le dernier épisode, qui va être un épisode dramatique, c'est celui de l'introduction des cas d'Ebola en ville, en zone urbaine, à Conakry. Et là, bien entendu, ça va être véritablement l'explosion de l'épidémie. Donc on voit le lien finalement extrêmement essentiel entre le climat, l'insécurité alimentaire, l'infection et la transmission, la diffusion de cette infection. Le troisième cas, qui est relativement important à prendre en considération, ça vous paraît peut-être une maladie un peu ancienne, mais c'est le choléra. Le choléra est de retour, pas probablement dans les circonstances où on l'a connu au XIXe siècle par les progrès de la médecine et de la prévention, mais néanmoins, il est de retour, et il est intéressant parce que le Vibrio cholérique, l'agent responsable du choléra, est une bactérie environnementale. Et les épidémies de choléra ne surviennent que lorsque le réservoir environnemental du Vibrio cholérique explose, et bien entendu, les hommes s'infectent et vont le transmettre à d'autres, y compris par l'intermédiaire de la contamination de l'eau de boisson. Mais on est dans un élément qui est essentiellement, initialement, un élément environnemental. Pourquoi? Le Vibrio cholérique est associé, en fait, dans sa vie environnementale, à un petit élément de zooplancton qui s'appelle le copécode, qui est recouvert de chitine, qui est vraiment l'élément sur lequel le Vibrio cholérique s'attache et se nourrit. Donc le Vibrio cholérique, c'est un élément symbiotique du zooplancton, et ses caractéristiques de croissance idéale, c'est entre 30 et 37 degrés, un pH au-dessus de 7 et une salinité relativement faible, inférieure à 3%. Gardez ça en tête. Le deuxième élément pour cette explosion, c'est bien entendu l'explosion du zooplancton. La meilleure situation, c'est les périodes post-mousson. La température est chaude, énormément de pluviosité,
les fleuves augmentent en volume et cette eau et ces alluvions en particulier très riches en nutriments vont alimenter les zones estuariennes océaniques et on va se retrouver dans une situation progressivement où le phytoplancton qui explose du fait de cette richesse en nutriments va alimenter ce zooplancton qui explose et le vibrion cholérique va se retrouver dans une situation idéale de croissance à cause de l'augmentation de la température, à cause de l'augmentation du pH et à cause de la dilution de la salinité océanique par l'eau des fleuves qui aboutit donc à la mer. La zone idéale tout au long de l'histoire, ça a été le golfe du Bengale, le delta du Gange et l'océan Indien. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec les observations satellitaires, c'est que ce qui permet d'apprécier en particulier la température de surface, le pH et un certain nombre d'autres paramètres, la densité en particulier du plancton, montre que les régions éventuellement favorables au développement environnemental du choléra ont considérablement augmenté sur la planète, y compris dans les latitudes nord. Donc on est sur une situation qui d'ailleurs se traduit dans l'épidémiologie par l'augmentation du choléra, en particulier sur toute cette ceinture de l'Afrique équatoriale, tout ce qui va du Ghana à la Côte d'Ivoire. Il y a une espèce de succession de métropoles maintenant de très grandes populations où on voit se développer de nouveau avec une assez grande fréquence la survenue de cas de choléra que, bien sûr, on essaye de prendre en considération plus qu'à l'époque où on laissait tout ça se développer et ces pandémies colériques épouvantables. Mais on voit qu'on est quand même dans cette situation de changement climatique, dans une augmentation globale du risque infectieux, et c'est là-dessus que je voulais insister. Alors, on a déjà parlé de la ville, je ne vais pas en parler énormément, simplement pour dire que la ville, au fond, regroupe ces vulnérabilités et cette sensibilité au changement climatique par rapport à notre interface avec le monde microbien. Elle le fait, bien entendu, du fait de problèmes de salubrité, de distribution d'eau, pas nécessairement de bonne qualité en période, par exemple, d'excès de pluviosité, où le retraitement peut être difficile, les pollutions urbaines qui fragilisent aux infections respiratoires, et puis, bien entendu, les infections vectorielles, on en a parlé. On sait que le cycle vectoriel est plus actif en ville, éventuellement, que dans la nature, parce que les circuits sont relativement plus courts. Et on sait, par exemple, avec la fièvre jaune, que les formes urbaines de fièvre jaune sont beaucoup plus graves, en général, que les formes sylvatiques. Donc, il y a une vraie vulnérabilité de la ville. Et tous ces aspects épidémiques, bien entendu, peuvent être démultipliés par le fait que les grandes métropoles sont des hubs pour les vols internationaux. Et on a vu, au fond, au début de l'épidémie de Covid-19, que la dispersion sur la planète de la maladie suivait très précisément les voies des courriers internationaux aériens. Donc voilà, la ville est vraiment centrale. Et il y a deux éléments qui sont importants à prendre en considération, c'est la qualité de l'eau et la qualité des infrastructures en présence du changement climatique par le biais de modification des écosystèmes microbiens. Très rapidement, la distribution des eaux est très vulnérable dans la mesure où il existe un certain nombre de micro-organismes, même après épuration, qui persistent, des flavobactéries en particulier, qui n'ont pas de pathogénie particulière, sauf peut-être pour des patients très immunodéprimés, qui vont se développer. Ça a été montré expérimentalement en passant de 18 à 24 degrés dans des circuits reconstitués en laboratoire. On voit que des échantillons prélevés dans le système de distribution des eaux mis dans ces systèmes expérimentaux montrent une augmentation de la densité de ces bactéries et fait émerger des micro-organismes qui étaient à des niveaux tellement faibles qu'on ne les identifiait pas avec les méthodes microbiologiques classiques, mais maintenant avec les méthodes moléculaires, la métataxonomie, la métogénomique, on peut les sortir plus facilement et savoir exactement le panel de micro-organismes. Donc tout ça bouge, altère la qualité de l'eau qui va être redistribuée et altère aussi tout ce qui concerne les vecteurs de cette eau, c'est-à-dire les canalisations,
car ces micro-organismes se développent dans ce qu'on appelle des biofilms. Ils forment des biofilms qui vont coller aux parois. Ces biofilms les protègent contre les méthodes de flushing pour nettoyer les canalisations, les méthodes de chloration. Tout ça est un dispositif extrêmement complexe qu'il va falloir prendre en compte dans l'avenir, car la température l'accroît de façon très caractéristique. Et il y a énormément de sciences qui se développent à l'heure actuelle sur les biofilms, mais en particulier sur l'identification de produits, de molécules qui permettraient de disloquer ces biofilms pour relibérer les micro-organismes et les rendre de nouveau sensibles, par exemple, à la chloration ou aux méthodes de flushing. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la sensibilité des infrastructures, en particulier du béton. Je vais assez vite, en particulier des canalisations d'égouts, de ces grosses canalisations de béton qui permettent de transporter les eaux usées. Ce béton est sensible aux micro-organismes. Ce qui protège le béton, c'est son pH extrêmement élevé, aux alentours de 11. Certains micro-organismes qui se retrouvent dans ces environnements, qui sont des micro-organismes anaérobies, comme les thiobacillus par exemple, qui vont proliférer alors que la chaleur globalement de l'eau qui est véhiculée augmente. Et ces micro-organismes qui sont des anaérobies, en fait, sont très impliqués dans le cycle du soufre, c'est-à-dire qu'ils réduisent les sulfates, ils oxydent le soufre, et tout ce cycle libère de l'acide sulfurique, qui est un des éléments importants dans la dégradation éventuellement des structures du béton, en particulier dans ces canalisations. Survol rapide, mais pour dire que les microbes ont un rôle, et pas uniquement ceux que j'ai cités, dans les altérations des structures à la fois des bâtiments et des canalisations d'évacuation des eaux. Alors, devant ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est encore souvent dans une situation descriptive, c'est-à-dire de voir quelle est la nature et quelle est l'étendue des effets. Et donc, on a bien entendu ces possibilités maintenant. Oui, on a ces possibilités d'étudier à l'échelle métagénomique, par exemple, ce qu'on appelle les microbiotes urbains. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller identifier l'ensemble des micro-organismes circulant dans un site urbain, en particulier dans des zones où les gens se retrouvent, dans les transports, par exemple, et de les finalement étiqueter et de les suivre. Et un travail récent a montré que sur 60 villes étudiées, dans les transports en commun, sur les poignées où les gens s'accrochent, on retrouve des espèces bactériennes nouvelles, des virus nouveaux, des circulations de bactéries résistantes aux antibiotiques. On peut le faire sur l'air, on peut le faire sur des sites dans des villes du Sud où se retrouvent des oiseaux sauvages, des animaux domestiques, des hommes, tester des échantillons microbiens et voir les échanges, les passages d'espèces et le risque d'émergence. Et puis, plus récemment, surtout validé pendant l'époque du Covid, utiliser les eaux usées comme source d'information, ce qu'on appelle le microbiome urbain, sur ce qui circule au fond. Et à la fois les pathogènes, le Covid, ça a été le cas, mais aussi, par exemple, des mutants révertants, des virus du vaccin poliomyélitique, qui sont des alertes sur la possibilité de retour d'épidémies. Donc tout ça est quelque chose qui se développe, qu'il va falloir intégrer dans les politiques de prévention. Et puisque le temps est compté, je suis désolé, je terminerai là. Je voulais simplement parler des risques de la rhizosphère pour tout ce qui est le risque du réchauffement climatique dans les altérations des microbiomes associés aux racines des plantes, et en particulier des cultures vivrières. Cette rhizosphère souffre des changements climatiques. Elle souffre aussi, bien entendu, des excès de l'agriculture intensive, des excès en particulier d'engrais nitratés, phosphatés. Donc il faut la surveiller. Là aussi, on a un challenge et la nécessité probablement de comprendre les mécanismes de ces altérations de manière à pouvoir assurer une remédiation et en particulier assurer ce qu'on appelle de plus en plus le microbiome engineering, c'est-à-dire la réinoculation de micro-organismes fonctionnels au sein
de ces populations de la rhizosphère qui sont altérées et qui ne distribuent plus, ou moins en tout cas, aux plantes des éléments qui sont essentiels, comme des phytohormones, comme des sidérophores, comme des vitamines, et puis qui ne fonctionnent plus aussi efficacement que dans des effets qui sont des effets d'enrichissement du sol, en particulier les effets de recyclage du carbone. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur ce monde des microbes, mais vous sensibiliser un peu quand même sur l'importance d'avoir un regard dans ce contexte global de la réponse au changement climatique sur les populations, les écosystèmes microbiens, en particulier par leur effet direct ou indirect sur la santé humaine. Je vous remercie. Merci Philippe.